Venus si nombreux à cette projection de Falstaff. Elle est un peu exceptionnelle d'abord parce que vous allez voir une belle copie numérique restaurée, mais surtout parce qu'elle sera suivie d'un dialogue avec celui qui est aujourd'hui le biographe d'Orson Welles. Il a déjà publié 3 volumes. Leur seul défaut est de ne pas être encore traduit en français. Donc le très mauvais angliciste que je suis a dû s'accrocher, mais ce sont devenus mes volumes de chevet. Je peux lire très vite en français, mais alors en anglais je lis vraiment très lentement, cher Simon Callow. Donc je vous lis et je vous relis, et on attend la publication du 4e volume donc de cette monumentale biographie d'Orson Welles. Donc je discuterai avec Simon Callow d'Orson Welles, de Falstaff, de Shakespeare et d'Orson Welles, et en particulier de ces années, la fin des années 60, qu'il n'a pas encore traité dans sa biographie. Vous dire aussi qu'on retrouvera Simon Callow samedi lors d'une table ronde qui, elle, sera vraiment consacrée spécifiquement au rapport entre Shakespeare et Orson Welles, où nous rejoindrons un certain nombre d'invités. Ça sera à la suite de la projection d'Othello. Une question qui voit Falstaff pour la première fois. Ah oui, quand même. Et qui l'a déjà vu? 2 tiers, 1 tiers, quelque chose comme ça. 2 tiers, 1 tiers. Oui, je vais quand même lui demander de se présenter. Cher Simon Callow, si vous voulez bien vous lever, que le public puisse vous applaudir. Voilà. Et là, évidemment, vous vous dites que vous l'avez déjà vu quelque part. Oui, vous l'avez vu souvent dans de nombreux films. Il est aussi un grand comédien britannique, spécialiste de Shakespeare, spécialiste de Dickens également. Et il a eu un rôle un peu marquant, j'aide ceux qui sont en train de chercher, dans un film qui a eu un petit succès qui s'appelle 4 mariages et un enterrement. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Voilà, si vous voulez bien accueillir Simon Callow, qui va être accompagné d'Anaïs Duchet. Et puis vous pouvez préparer vos questions naturellement, des micros sont prévus à la fin de cette conversation qui va durer à peu près 1 heure. Simon Callow, d'abord, ce film que vous connaissez très bien, vous avez beaucoup écrit dessus, vous l'avez revu ce soir sur ce grand écran et dans cette salle pleine. Est-ce que je peux d'abord vous demander simplement ce qui vous frappe le plus encore dans le Falstaff d'Orson Welles? Well, one of my first thoughts today, this evening, was, of course, in the famous battle scene, which is stupendous, amazing achievement, done under the impossible circumstances. It was pouring with rain. They were in the middle of a park in Madrid. They had a limited number of extras. Some days only half the extras would show up, and so on. And Wells spent so many months cutting it in the editing suite. And it became an obsession with him, but he was attempting something absolutely extraordinary to compress this battle scene so as you're in the middle of it. And of course Falstaff is too lost in the middle of it all. But in this very wonderful auditorium here, only a couple of months ago, I had the huge pleasure of seeing Napoleon of Avec. And in that film, too, the battle scenes are astonishing. Just as with this film of Wells's, you're in the middle of it, and it's a complete mess. There's no heroism in it at all. There's no dignity. It's just disgusting and terrifying. And
Goss, of course, achieved this with really just energy, but of course he had his own experience of the First World War, and it struck me that this is, Wells presents the war in this film as a terribly modern thing, something that we all recognize. It's not, he's not trying to say, oh, this happened in the 16th, 15th century. He's saying, this happens now. This is battle. This is war. I think it's an amazing thing. We need to say Sum it up in a sentence. La première pensée que j'ai eue, elle est vraiment liée à cette scène extraordinaire de bataille, qui est une réelle prouesse parce qu'elle a été réalisée dans des conditions dantesques, sous une pluie battante. C'était dans un parc à Madrid, avec des figurants qui venaient plus ou moins un jour sur deux. Et Wells, ensuite, a passé des mois et des mois à monter cette scène. Et c'est devenu vraiment une obsession pour lui. C'est cette tentative de comprimer tous les aspects de cette scène, tous les moments qu'il avait filmés, pour qu'on se retrouve en plein milieu, comme Falstaff lui-même. Et ici, il y a 2 mois, j'ai eu le grand plaisir de voir le film Napoléon d'Abel Gance dans cette salle. Et dans ce film aussi, il y a des scènes de bataille absolument formidables. On est vraiment plongé dans ces scènes. Il y a une vraie pagaille, mais sans héroïsme, sans aucune dignité. Il n'y a vraiment que du dégoût et de la terreur en fait, associée à ces scènes-là. Et Gans, il y allait à l'énergie et aussi de ce qu'il avait vu de la Première Guerre mondiale. Et ce qui m'a frappé ici, c'est que Orson Welles, lui, filme ces scènes de façon très moderne. On reconnaît des choses, pas comme si on était au XVe siècle, on n'a pas cette distance de l'histoire, mais il nous dit c'est maintenant, c'est la guerre et c'est comme ça. Par ailleurs, Falstaff est le nom d'un personnage de Shakespeare qu'on retrouve dans plusieurs pièces, mais ce n'est pas le titre d'une pièce de Shakespeare. Donc le texte de ce film est un montage et une adaptation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Wells a procédé, de quelle pièce il est parti et comment il a monté ces pièces et ces textes ensemble pour arriver, si on peut dire, au scénario du film? Well, it's a very long journey for Wells, because when he was 15 and at school in the Midwest, in America, he was already an extremely experienced and brilliant director. He had, of course, his fellow pupils were his cast, his ensemble. It was a very well-equipped theatre, and he attempted already at the age of 15 the extraordinary undertaking of compressing all of Shakespeare's plays which centre around the Civil War, which we've seen something here. And he intended to do it in 2 sections. One which would be concerned Richard III, who he, of course, was going to play as well. And the second part concerned what we've seen here. And so he was going to play Falstaff at the age of 15. Well, he only managed to get round to Richard III then, but he put it in his mind because the relationship between the young king and Falstaff bore an extraordinary emotional significance for Wells himself. His father was an alcoholic, and Wells had taken his father round the world looking after him. But his alcoholism got worse and worse and worse. And finally, the headmaster of Wells's school said to him, the only way you can cure him of this is if you refuse to see him until he stops drinking. And, of course, the opposite happened. His father only drank more and more, and finally, rather quickly, he died. And this death of Wells's father, whom he loved deeply, without him being present, weighed deeply on Wells's mind, his imagination, and indeed to the extent that when many years later, only about 5 years before he died, he wrote a piece for
Vogue in France. He was the editor for one edition, and he wrote an extraordinary piece called I Killed My Father. And oui, non. Donc c'est l'aboutissement d'un long cheminement. En fait, dès l'âge de 15 ans, Orson Welles était un lycéen dans le Midwest et c'était déjà un très brillant metteur en scène. Et il utilisait ses camarades pour être sa troupe d'acteurs et il avait à sa disposition à son lycée un théâtre qui avait beaucoup d'équipements. Et il avait entrepris déjà de comprimer plusieurs pièces de Shakespeare autour de cette époque, de cette période-là, de cette guerre, donc autour de Richard III, et lui-même allait jouer Richard III, et également ce qu'on a vu ici, et il comptait aussi jouer Falstaff alors qu'il n'avait que 15 ans. Finalement, donc à cette époque-là, il n'a fait que jouer Richard III, et s'atteler à cette partie-là, mais il avait toujours gardé ce projet en tête. Et cette relation entre ce jeune roi et Falstaff avait une forte résonance personnelle dans la vie d'Orson Welles, puisqu'il avait un père qui était très fortement alcoolique, et Welles a envoyé son père le chercher au bout du monde, et il a essayé d'être un petit peu en rapport avec son père, et le directeur du lycée lui a dit que la seule façon que son père guérisse, c'était de refuser de le voir tant qu'il ne boirait plus, mais c'est le contraire qui s'est passé. Son père s'est mis à boire de plus en plus et est mort. Et pour Welles, ça a été vraiment une très forte déchirure qui a beaucoup pesé sur son imaginaire. Et si bien que jusqu'à 5 ans avant sa mort, Orson Welles, il a écrit un article pour la rédaction française de Vogue, et l'article s'intitulait « J'ai tué mon père ». This feeling about Falstaff as having been the man betrayed by his surrogate son in the plays, that is to say, Hal, Prince Henry, stayed with him. He had a spectacular career after this. He went to Dublin and managed to get work in the theatre in Dublin, run by two people who would become among his greatest friends and supporters, again, most surprisingly, played a leading part in the Gate Theatre in Dublin, of a man much, much older than himself, and had a great success in Dublin. Later, he went off on tour to Morocco and so on, then he went back to America, and bit by bit, thanks to circumstances, he created a theatre company of his own, which was known eventually as the Mercury Theatre. Ensuite, donc c'est pour ça que ce personnage de Falstaff, qui est trahi par son fils de substitution d'une certaine manière, le prince Henri, c'est une histoire qui l'a beaucoup marqué. Welles a démarré donc sa carrière de façon formidable. Il est parti à Dublin, où il a rencontré au Gate Theatre des amis et des mentors qu'il a gardé toute sa vie. Et tout de suite, il a eu des premiers rôles où il jouait notamment un homme beaucoup plus âgé que lui, avec un grand succès. Ensuite, il a tourné au Maroc avant de rentrer aux États-Unis. Et donc, petit à petit, il s'est créé une compagnie autour de lui, donc sa propre compagnie, qui s'appelait donc le Mercury Theatre. And with this Mercury Theatre, he did many, many remarkable productions, which became very famous indeed. Spectacular productions of Julius Caesar as set in the Nazi period, with fascist costumes and so on. Many, many remarkable productions. Eventually, the theatre decided to do a great tour, and Welles, given this opportunity, decided to go back to his obsession with Falstaff, and now at the age of 23, they mounted a huge production called Five Kings, which contracted many of these Shakespeare plays into one, and Falstaff was kind of the central character. And as I say, he was only 23, it was not a success at all, but it stayed in his mind.
Donc le Mercury s'est mis à faire de très belles productions, très belles mises en scène, assez grandioses, notamment un Jules César transposé à l'époque nazie avec les chemises brunes comme en guise de costume. Et ensuite, avec ce théâtre, il est parti en tournée et en rentrant, cette obsession pour Falstaff est restée très fort en Wells. Donc à 23 ans, il a monté une sorte de contraction aussi de plusieurs pièces qui s'appelait 5 rois. Et avec donc ce personnage au centre. Ça n'a pas été un succès, mais cela dit, c'est resté très présent et ça c'est resté marquant dans sa carrière. So then very exciting things started to happen to him. He directed Citizen Kane. He directed a number of films, which were, in one case, The Magnificent Amazons was destroyed by the studio, and then he directed The Lady from Shanghai, and a film called The Stranger, and a version of Macbeth on film. And he then moved himself to Europe, where he continued to make films and act in films, and one of the films that he made was Othello, and this was, in it was one of the men who had run the theatre in Dublin, a man called Michael McLearmore, and McLearmore invited Wells in 1960 to come to the theatre in Dublin again, as a sort of homage to the theatre where he'd started, and Wells suggested to them that he might do a one-man play about Falstaff. And then that evolved slightly in his mind into it being a two-man play, with just Hal, Prince Henry, Hal and Falstaff. But it was always in his mind. And then finally it became a play called Chimes at Midnight, which was produced and directed in unimaginable chaos, which is entirely typical of Wells. Ensuite, Wells a eu la carrière que l'on sait, Citizen Kane, La Splendeur en personne, même si le film a été ensuite massacré par la production, La Dame de Shanghai, Le Criminel, Macbeth. Ensuite, il est parti en Europe, où il a continué à tourner et à jouer. Et il a notamment fait un Othello, dans lequel il a fait jouer un des deux mentors dublinois, Michael McLearmore, et qui ensuite l'a invité à revenir en 1960 au théâtre, le Gate Theatre à Dublin, là où il avait fait ses débuts. Et Wells, pour l'occasion, a proposé de faire un seul en scène autour du personnage de Falstaff. Puis l'idée a muté un petit peu dans une pièce à deux personnages, donc qui serait centrée autour de cette relation entre Hal et Falstaff. Et donc ça finit par devenir une pièce, cette pièce, Chimes at Midnight, qui a été montée dans des circonstances où c'était vraiment une grosse pagaille, mais une pagaille typique wellsienne apparemment. He had a tremendous success. It was very well reviewed. The critics liked it very, very much. And everybody noted that for the first time that anyone had seen a performance of these sequences from Henry IV, Part 1 and 2, that Wells's Falstaff was full of extraordinary tenderness towards Hal. There was a great loving quality to it. Falstaff is normally played, has often been played on the English stage as a kind of a rogue, a brute, a comic figure, a cunning comic figure. But Wells brought this very new idea that the feelings that he had for Hal are ones of extraordinary tenderness. And Wells said in interviews at the time that he thought that he was a very remarkable example in dramatic literature of a truly good man. And nobody has ever suggested that about Falstaff. La pièce a été un très gros succès, remporte un gros succès, notamment critique. Et pour la première fois, donc, les
les gens qui l'ont vu, cette pièce, ont remarqué que par rapport à ce qu'ils connaissaient des pièces dont c'était tiré, notamment Henri IV, partie 1 et 2, que Falstaff était un personnage qui avait une grande tendresse et qui avait une relation d'amour très enveloppant avec Anne, alors que dans la culture anglaise, il était plutôt joué comme une brute et comme un personnage vraiment comique, bouffon. Et Welles, en interview, a expliqué que pour lui, Falstaff représentait vraiment l'exemple, dans la littérature dramatique, l'exemple type de l'homme bon par excellence. Although he got, as I said, extremely good reviews for this production, nobody came to see it. And so that was the end of that epoch for him, of trying to do the play on stage. But it was still in his mind, and increasingly it began to occupy the forefront of his mind. He desperately wanted to make a film of it, and after many years of trying to get money from people, the usual procedure, he finally found a producer, a Spanish producer, who agreed to make a film of Chimes at Midnight, which is what he called the stage play as well, as long as Welles also made a film at the same time of Treasure Island. Et même si les critiques étaient très bonnes pour cette pièce, personne n'est venu la voir, elle n'a pas connu un succès public. Donc c'en était terminé de l'aspect théâtral, de l'aspect pièce. Mais Welles a voulu raviver ce projet sous forme de film. Il lui a fallu des années pour trouver du financement, jusqu'à ce qu'il trouve un producteur espagnol qui a été d'accord pour l'accompagner sur le film, du moment que Welles produisait et réalisait en même temps L'île au trésor. Which was, of course, impossible, but they did try it, and they for a couple of weeks, they shot Chimes at Midnight and Treasure Island at the same time, with all the cast playing other parts, and of course Welles was playing Long John Silver, and but happily they abandoned that after a while, and Welles gave himself over to the film that we've just seen this evening, and the same actor who played Hal in Ireland, Keith Baxter, played Hal in the film. And Wells's career as an actor, separate from his career as a director, has given us many extraordinary and absolutely unforgettable figures, but almost all of them are deeply corrupt or questionable or mad in one way or another. And this is really one of the very, very few examples of Welles playing a man who is, for all his naughtiness, is essentially a profoundly good man. And the climax of the film, of course, is the rejection of Falstaff. And the phrase, "I know thee not, old man," one of the most chilling phrases in the whole of English dramatic literature, had huge resonance for Welles. It was his father to whom he had said that, in effect, which is, on every level, a remarkable achievement. Something unique in Wells's work. There's a depth of feeling which I find very moving myself, and it for me places this film really at the very top of the list of all of his films. For me, it's his masterpiece. Donc c'était évidemment impossible logistiquement de tourner en parallèle ces deux films, L'île au trésor et Falstaff. Ils ont quand même essayé pendant quelques semaines de faire les deux, avec des acteurs qui jouaient donc des rôles dans chacun des films. Mais donc ça a été heureusement abandonné. Et dans la carrière de Welles en tant qu'acteur, il nous a offert des figures assez marquantes, des rôles très forts, mais souvent des personnages corrompus, ou un peu louches, ou un peu fous.
Mais là, c'est la première fois qu'il jouait un personnage qui, si évidemment c'est un fripon, a vraiment au fond de lui une très grande bonté. Et évidemment, le point culminant de ce film, c'est évidemment le rejet de Falstaff par Hal, qui lui dit « Je ne te connais pas, vieil homme », ce qui est la phrase la plus glaçante de la littérature dramatique anglaise. Et évidemment, pour Wells, ça avait un très fort écho à son père, puisque c'était comme s'il disait lui-même à son père « Je ne te connais pas, vieil homme ». Et c'est pour ça que ce film a un côté vraiment unique, une profondeur et une émotion qui fait que pour moi, c'est vraiment un sommet de son œuvre et que pour moi, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Voilà, alors Simone Callow, effectivement, tous les gens qui admirent beaucoup Orson Welles, souvent leur film préféré, c'est Falstaff, effectivement. Mais il y a le personnage de Falstaff, et puis il y a ce thème de l'amitié trahie. Alors là, il y a un rapport dans le film de subordination. L'un est le prince de Galles, l'héritier de la couronne, il va devenir roi, l'autre est un gros voleur. Bon. Mais dès Citizen Kane, le thème de l'amitié trahie est très important chez Wells, et ça va se perpétuer de film en film. Il y a bien sûr, par exemple, les deux policiers dans La soif du mal, entre Quinlan et Menzies, et Wells lui-même était parfois ambigu, parce qu'on lui demandait « mais vous êtes d'accord avec qui ?» Et il disait « je trouve quand même que c'est Menzies qui trahit son ami, même si Quinlan est un personnage monstrueux. » Dans Citizen Kane, je n'ai jamais exactement compris s'il était du côté de lui, de Kane, ou du personnage de Joseph Cotten. Comment vous expliquez, comment vous voyez cette constance du thème de l'amitié trahie dans l'œuvre d'Orson Welles? Et tout simplement, je me suis posé la question ce soir en vous écoutant, est-ce qu'elle vient de Shakespeare? Est-ce que c'est un grand thème de Shakespeare? It is, of course, present in Shakespeare. I wouldn't say that it was a dominant theme in Shakespeare. People do betray each other constantly. Troilus and Cressida, the woman betrays the man, and there are many examples of that. I wouldn't say it was an obsession of Shakespeare's. It's interesting to me that you say this about Wells. Wells had a very... well, he had such an extraordinary upbringing. He felt he was acclaimed almost from the moment he could speak as a boy genius. And the word, he said, Wells said, he heard the word genius put into his ear every single day of his life. He was told that he was a genius. And his mother, of course, died when he was very young, which he had always described as a catastrophe in his life. And I suppose a parent dying when you're very young is a kind of betrayal. It's sort of a loss. They absent themselves from you. But because he was so exceptional in every way, physically, this boy, he was 6'2" already before he was 15, and he had this extraordinary God-given voice, and he was always the leader, a dominant figure. And many people felt betrayed by Wells. So whether that's a kind of a projection or not, I don't know. Certainly Michael McLearmore and Hilton Edwards, but particularly Michael McLearmore, who plays Iago in Othello, felt absolutely let down and betrayed by Wells. Many people did. It was very hard for Wells to maintain a strong, loving relationship with anybody. His children felt betrayed by him, less so the one Beatrice, who plays the page in this. But there was something in Wells's psychological makeup which made friendship a very difficult thing.
The only person who survived all through his life was his teacher, Roger Hill. Bien sûr, c'est un thème qui est présent dans l'œuvre de Shakespeare, mais je dirais pas forcément omniprésente, bon, même si les gens se trahissent évidemment beaucoup dans ces histoires. Mais ça n'était pas une des obsessions de Shakespeare. Orson Welles a eu une éducation absolument extraordinaire, et il s'est senti acclamé dès le moment où il s'est mis à parler, et où il a été considéré comme un petit prodige. Et tous les jours, il a expliqué que tous les jours, il ne se passait pas un jour sans qu'on lui dise qu'il était un génie. Là-dessus, sa mère est morte quand il était, lui, tout jeune, ce qui est évidemment toujours une tragédie, et peut-être qu'il pourrait s'apparenter à une trahison du point de vue de la personne qui perd cet être cher, ce parent aussi jeune, peut-être qu'il peut le considérer comme un abandon. Mais en tout cas, Orson Welles est devenu très vite, il était exceptionnel à tout point de vue, et également physiquement, il était extrêmement grand, il avait cette voix. Il a toujours été quand même meneur autour de lui, les gens venaient à lui, mais les gens dans son parcours se sont sentis souvent aussi trahis par lui, notamment Hilton Edwards et Michael McLeamore, qui donc étaient ses mentors de Dublin, et Michael McLeamore qui jouait Iago dans Othello, se sont sentis déçus par lui. Welles avait une difficulté à maintenir des relations amicales durables dans sa vie, et aussi avec ses enfants. Ses relations avec ses enfants étaient très compliquées. Et il y avait sans doute quelque chose dans sa psychologie qui rendait l'amitié difficile. Et la seule personne qui déroge à cette règle, c'est son professeur Roger Hill. Alors, sur ce thème de l'amitié trahie, évidemment, dès le premier film, Citizen Kane, il y a une scène. Je sais que quand on voit le film pour la première fois, c'est vraiment une scène dont on se souvient. Et souvent, c'est la scène préférée de tout le monde. C'est la scène où Kane finit l'article de son ami Leland, qui éreinte sa propre femme en tant que cantatrice. Leland a tellement de peine de devoir l'écrire qu'il se saoule la gueule, et donc il s'endort sur sa machine à écrire. Kane arrive, prend une machine à écrire, et il finit l'article, mais évidemment dans le même sens, pas dans un autre sens. Alors ça, je l'ai lu dans votre livre, dans le premier volume, qui s'appelle Road to Xanadu, qui parle de Citizen Kane, et vous dites que ça, ce n'était pas dans le scénario de Mankiewicz. C'est vraiment quelque chose qui appartient à Orson Welles. Est-ce que là, vous considérez qu'il était si jeune, 24, 25 ans, il traitait ce thème et il a trouvé cette idée géniale de l'ami qui finit l'éreintement d'un autre ami, mais de sa propre épouse, qu'il essaye de transformer en cantatrice. Yes, I think what you say is very possible. However, that particular moment in that film, I think owes as much to Welles's desire to make Cain a complex figure. He was determined not to make Cain just the enemy. Mankiewicz, on the other hand, was very keen to show that he was a swine, because he hated William Randolph Hearst. But obviously, Welles somewhat admired William Randolph Hearst, as well as using him as the central figure. Alors c'est très possible, hein, effectivement, ce que vous dites, mais ce moment précis du film correspond à un désir peut-être d'Orson Welles de faire de Cain un personnage plus complexe qu'il n'y paraîtrait, contrairement à Mankiewicz qui, lui, voulait absolument accentuer le côté salopard de Cain parce qu'il détestait absolument William Randolph Hearst. Et par ailleurs, je me suis toujours posé la question, Simon Callow, et surtout en voyant Falstaff, qui est la dernière grande adaptation shakespearienne de Welles, comment vos compatriotes, comment les Britanniques, comment les Anglais voyaient tout ça? Parce que je sais que quand les Français jouent Shakespeare, souvent ils ne nous prennent pas beaucoup au sérieux. Mais un Américain qui s'appelle Orson Welles, est-ce qu'ils le prennent au sérieux? Est-ce que par exemple quelqu'un comme John Gielgud, qui peut-être est un des plus grands acteurs shakespeariens anglais et qui est merveilleux, vraiment merveilleux dans ce film, s'il accepte de jouer le rôle du roi, du vieux roi dans Falstaff, c'est que quand même il prend cet Orson Welles au sérieux, aussi américain soit-il. John Gielgud
was a huge admirer of Orson Welles as a director. In London, I don't remember the exact year, but in the 1950s, he did a production of Othello, in which he played Othello himself. It was not a success. It was not admired at all. But there's a funny story about Sir John Gielgud, who was famous for making unfortunate remarks, that when he'd met Wells at a party, this is the first time he met him, and well, he said, what are you doing now? And Wells said, well, I'm playing Othello. And Gielgud said, in London? So, however, I think John G. had changed his mind by the time. He was a great admirer of Wells's work as a director and indeed as an actor, a great admirer of Wells. And an interesting thought, I mean, we should bear this in mind, that for Wells, this film and Citizen Kane were the two happiest experiences he had of filmmaking. And it's because, for the same sort of reasons, which is that when he made Kane, he was surrounded by a group of his friends. His friends from the New York Theatre were basically the company that he was working with. And his cinematographer, Greg Toland, was fantastically generous and at ease with him, and Wells was the producer of the film as well. So he had nobody breathing down his neck. And this made for a very happy experience. Similarly with this, the young Spanish producer had no idea what he was doing really at all. But he would simply say, you can shoot all that you like on Friday, and all that you could like on Saturday, but on Sunday, we will not shoot. And that's all. That's all his contribution really was as a producer. And having John Gielgud, who was the most wonderful, gorgeously chatty, friendly, funny, marvellous man, as well as being a genius actor, was just loved Wells, and really everybody loved Wells on that film. So this is Wells at his absolute sunniest and happiest, and he had some terrible experience before on Mr. Arkadine and so on. There were terrible, even he fell out, of course, with the producers on Touch of Evil and so on and so on. There wasn't a ripple. Everything was marvellous on this film. John Gielgud, qui en fait était un grand admirateur de Wells comme cinéaste, et on raconte que quand dans les années 50, Wells était à Londres pour jouer Othello, il avait monté Othello qu'il jouait lui-même, ils se sont rencontrés à une soirée et John Gielgud lui demande alors dans quoi vous jouez en ce moment, et il dit je joue Othello, et Gielgud s'est étonné vraiment authentiquement, qui était connu pour ses remarques un peu désobligeantes, il dit vous jouez Othello à Londres? Et donc, entre-temps, il a changé d'avis, et donc il est devenu aussi admirateur de Wells, comédien. Il faut garder en tête que ce film-ci, ainsi que Citizen Kane, ce sont les deux expériences les plus heureuses de fabrication de films qu'a eu Orson Welles. Parce que pour Citizen Kane, il était entouré de toute sa troupe, du théâtre de New-Yorkais, c'était vraiment ses amis. Et puis Greg Toland, son chef opérateur aussi, était très, très généreux, et ils ont vraiment bien travaillé ensemble. Et il avait personne, et comme il était producteur, il avait vraiment personne sur son dos. Ici, son producteur espagnol ne comprenait rien à ce qui se passait, n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, et lui demandait juste de ne pas tourner le dimanche. C'était la seule contrainte et la seule contribution qu'il a apportée au film. Et John Gielgud, qui était, en plus d'être un génie du théâtre, était quelqu'un d'extrêmement volubile, affable, aimait énormément Wells, comme tout le monde l'aimait, et notamment à ce moment où il était vraiment, Orson Welles, à un sommet de bonheur qui ne lui arrivait plus sur ses autres films, qui ont été catastrophiques. Oui, là vous dites une chose très intéressante, parce que c'est vrai que les deux films qui n'ont pas été tripatouillés, massacrés par quiconque, et qu'il a fait dans un état de bonheur total et de liberté totale, c'est Citizen Kane et Falstaff, absolument. Mais, vous et moi, surtout vous savez qu'il y en a un troisième, qui est plus compliqué,
c'est le procès d'après Kafka. Yeah. Alors, j'ai quand même envie qu'il y ait un film moins aimé, pour être honnête, même si évidemment c'est passionnant, mais c'est quand même un film moins aimé que Citizen Kane ou Falstaff. Qu'est-ce que vous pensez du procès? I admire it, but I don't love it. But perhaps I wasn't meant to love it. In many ways, it's brilliant. I mean, scene after scene of absolute brilliance. I personally find his insisting that the bomb goes off at the end of the film is inadequate. It doesn't do justice to Kafka. But there are wonderful scenes in it, really wonderful scenes. But there's something. But you might say this is because it's Kafka rather than Wells. But there's something very cold at the heart of it. And this film is very, very warm at the heart. His affection for the girls in the brothel and Mistress Quickly, and there's just great generosity, bonhomie. And you know, Wells had this phrase that he used a lot about the merry Englands, where there are moments in history which we see as being a kind of completely joyful and generous time in human history. They're mythical, but we long for them. He had one of the other great things that somebody said about Orson Welles is he was a man of many nostalgias, and he had this idea that there was a time, the golden age, when there were people treated each other better. Now, of course, the film is full of war and intrigue and so on, but the human relations within it, for Wells, are very generous, kind, and loving. You know. So they're a very important aspect of Wells's work, because he dwells on the dark a great, great deal, but there is always this memory, as it were, of the light. C'est un film que j'admire, mais que je n'adore pas. Mais je reconnais qu'il est brillant. Si je prends scène par scène, c'est assez brillant. Le fait que la bombe explose à la fin, c'est quelque chose que je trouve que ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne rend pas justice forcément à Kafka. Et après, c'est peut-être lié au fait que c'est adapté de Kafka, mais il y a une certaine froideur, je trouve, dans le film. Alors que celui-ci est un film plein de chaleur. On le voit dans plein de scènes, notamment les femmes, dans le bordel, il y a une générosité, une bonhomie. Et il y avait cette expression, la joyeuse Angleterre, cette espèce de période un peu mythique. Et Wells se décrivait, ou avait été décrit comme un homme aux multiples nostalgies. Comme s'il y avait donc, cet âge d'or qui avait existé, même s'il y avait la guerre évidemment, en termes de relations humaines, il y avait une générosité, une bienveillance. Et ça c'est très important dans l'œuvre de Wells. On sent toujours qu'il aime plonger un petit peu dans les ténèbres, dans les tréfonds de l'âme humaine et les ténèbres, mais avec le souvenir de la lumière. Vous êtes en train d'écrire le 4e volume ou vous l'avez fini? Je suis en train de commencer. Alors je vous pose une question difficile et après je passe la parole au public. Et c'est une question qui est difficile pour moi aussi. C'est que Falstaff est vraiment un chef-d'œuvre et comme vous venez de le dire très bien, ça se passe bien. La production se passe bien. Il va à Cannes. Bon, le festival de Cannes préfère récompenser un homme et une femme de Claude Lelouch, mais ça, c'est des choses qui arrivent, et puis c'est pas grave. Donc on donne un prix un peu de consolation à Orson Welles, mais quand même, ça se passe bien. Comment vous expliquez, et c'est une question que se posent tous les gens qui aiment bien Orson Welles, qu'après Falstaff, si on enlève une histoire immortelle, qui est réalisée pour la télévision française, mais qui est d'abord quand même un film de télévision, eh bien, finalement, Falstaff est le dernier film de fiction d'Orson Welles. Alors, je sais bien que enchaîner les films, pour Orson Welles, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé, Simon Callow? Pourquoi n'a-t-il pas réussi, après Falstaff, à continuer à tourner plus régulièrement et à faire d'autres films? Well, the first and obvious answer is it wasn't successful.
In fact, it got very, very bad reviews on both sides of the Atlantic, not in France, but in England and in the English-speaking world. It was regarded as very inferior to the Shakespearean films of Laurence Olivier. Not by everybody, certainly was doing and admired it very much, but in terms of the box office, you know, all important, it was a flop. And it was one flop too many, you know. And as we know, there were many attempts during the remaining 20 years of his career when, of course, he should have been at his absolute height, the height of his powers. He was at the height of his powers, but he'd become a byword, in America anyway, for failure. It was, you know, what is Welles's next failure going to be? And this was very, it was a very curious moment for Welles, because the young filmmakers, the new young filmmakers and young actors were very, very, very excited by the idea of Orson Welles. They admired him very, very much indeed. Think of young Peter Bogdanovich and all the rest of them, all very, very excited, and young actors. And so Welles thought when he came back to America, great, then I can make films and they'll star in them and that will get the budget. But very painful to relate, none of them would do. He offered so many famous young actors, Jack Nicholson, etc., parts in the films, and they just said no. And then there were, of course, attempts at other films like The Cradle Will Rock, which is a wonderful screenplay and would have been even more wonderful when he worked on it, that simply disappeared overnight. There he did have, he had Amy Irving, was the name in that film, and the very young Rupert Everett, but it just fell apart overnight. The backers just withdrew the money, that was it, it was gone. And this happened again and again. There was an attempt, as you know, at King Lear, here in France. Bien, tout simplement, c'est un film qui n'a pas eu de succès, qui n'a pas rencontré le succès. Il y a eu des mauvaises critiques des deux côtés de l'Atlantique du monde anglophone, pas en France, mais en Angleterre et aux États-Unis. Tout le monde dit que c'était très en dessous des adaptations shakespeariennes de Laurence Olivier. Donc en termes d'entrée, ça a été un four, et ça a sans doute été le four de trop. Et ensuite, il a eu de nombreuses tentatives. Il aurait dû être à son apogée, hein, Orson Welles, mais finalement, il est devenu un petit peu associé à l'échec, et les gens se demandaient quel va être le prochain échec d'Orson Welles. Les jeunes cinéastes aux États-Unis, la nouvelle génération d'acteurs, étaient très admiratifs d'Orson Welles et assez enthousiastes, hein, comme les Peter Bogdanovich, toute cette génération-là. Donc en rentrant, il a cru aux États-Unis, il a cru qu'il pourrait se mettre à tourner de nouveau. Mais hélas, tous ces gens-là, malgré ça, ont décliné des rôles, et notamment Jack Nicholson, ont refusé de jouer dans ces films, et même le projet donc The Cradle Will Rock, les scénarios étaient prêts, le projet était prêt, mais au dernier moment, il se passait quelque chose, les financements étaient retirés, et on lui a enlevé vraiment le tapis, hop, glissé sous ses pieds. Et ensuite, il y a eu une tentative donc d'un roi Lear. Alors voilà, ça sera vraiment ma dernière question, parce que moi, français, je ne connais pas la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Lear ? Est-ce que Jack Lang et même François Mitterrand, pour rigoler un peu, ont trahi Welles et après lui avoir promis de lui produire un roi Lear, ils n'ont pas tenu leur promesse ? Est-ce que c'est lui qui n'avait pas tant envie de le faire que ça ? Est-ce qu'il n'avait pas envie de le faire à n'importe quelle condition ? Et pourtant, par exemple, Othello, il l'avait terminé tout seul à n'importe quelle condition. Qu'est-ce qui s'est passé ? Well, of course it's very complicated, but there is a simple reason. And whether you think it's a sufficient reason or not for the film to have fallen through is another matter. But the contract that he was offered, which was supported by the French government, but also with French producers involved and so on, the contract stipulated that he wouldn't be paid at all until the film was wrapped. And Welles was deeply insulted by that.
because the idea that he always went over budget is false. It isn't true. He was in fact extremely scrupulous, and if you look at his when he's preparing for a film, he's down there with all the figures, and it's all adding up, you know. Why precisely they stipulate, I probably won't know until I start really writing about that, but it's the big question, and many people on both sides of the Atlantic, especially in England, were very keen that Wells should make this film of King Lear. And it was going to be so simple. There was going to be no set at all. It was going to focus tremendously on close-ups and so on. So it was not going to be a massive budget by any means at all. And so I'm afraid you'll have to come back to me when I'm finished the book, and I'll break the news to you. Alors c'est assez compliqué, mais il y a sans doute une raison simple. Après de là, à savoir si elle était suffisante, c'est autre chose, mais le contrat qu'il avait avec la France et avec des producteurs français stipulait qu'il ne serait pas payé avant la fin du tournage du film. Et ça, Welles en a été extrêmement insulté, parce que cette idée selon laquelle idée reçue selon laquelle il dépassait toujours son budget était fausse, et c'était en fait quelqu'un d'assez scrupuleux, il tenait vraiment plutôt bien ses comptes. Et donc je vais écrire là-dessus et je vais donc faire mon enquête, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que des deux côtés de l'Atlantique, vraiment il y avait une attente autour de ce film, on voulait que ce Roi Lear se fasse. C'est un film qui n'allait pas coûter cher parce qu'il n'y allait y avoir presque pas de décor, ce serait essentiellement des gros plans, donc c'était certain que le film ne serait pas un film cher à réaliser. Donc maintenant il va falloir que vous attendiez que j'ai fini le livre pour vous donner la réponse. Avec beaucoup d'impatience. Des questions? Merci, bonsoir. Je me posais la question au début, comment Orson Welles a commencé le théâtre, vraiment, c'est un amour au départ, une passion d'enfance ou d'adolescence. Et donc quand il commence le théâtre, il s'inscrit dans une tradition très ancienne, donc on va remonter à Shakespeare ou avant Shakespeare, donc le théâtre c'est vraiment une très vieille tradition. Et en cours de route, il va basculer sur des médias modernes du XXe siècle, la radio, puis le cinéma. Pour un passionné de théâtre comme lui, quelle est sa motivation pour passer vers des médias contemporains qui changent complètement du travail d'acteur sur la scène? Est-ce qu'il est attiré par des nouvelles techniques de l'acteur face au micro, face aux caméras? Est-ce que c'est ça qui l'attire? Ou c'est d'autres raisons, par exemple, est-ce qu'il est attiré par la gloire simplement? Donc quelle est sa motivation pour basculer vers des médias de l'ère moderne? So Wells, as you rightly say, started in the theatre. It was his passion. There was Dublin, then there was a big tour of Romeo and Juliet, yet another piece of Shakespeare with a leading actress of the day. And then shortly after that came the extraordinary invitation from John Houseman to do a production, an all-black production of Macbeth for the Negro Theatre Project. And this was an absolutely extraordinary phenomenon. He recruited a huge cast of remarkably talented but often very, very inexperienced black actors, and he wove them all into this fantastic event. And he became sort of famous that minute. Cocteau came to see it and wrote about it and all the rest of it. He was 20. He then went to the Federal Theatre Project to work with John Houseman, and every production they did was radical in one way or another. So he was always pushing the form. And Wells had a very interesting rule, which was that each medium has its own identity, and you must never treat one medium as if it was another. So don't try to make a film which is like a play. Don't try to do a play which is like a radio event. Each of them has its own rules and so on. And so it's perfectly obvious that Wells would, the moment that people started talking about him
possibly making a film, of course he'd be excited because he loved not exactly new technologies, but he loved new languages, new ways of doing things. And on the radio, he was a huge innovator. But the radio tapes of which we have, well, we have them all, are completely radical. Nobody else was. There was something called Cecil B. DeMille Theatre of the Air, which literally started with you like going into a foyer, giving your ticket, sitting down, curtain goes up, and there they are, and then there's applause at the interval. Wells wanted to abolish that completely. Radio is radio, and the great thing it has is intimacy more than anything else. And you can get into the listener's head completely. So there he'd already transformed radio. And then, of course, when he was asked to do a film on the strength of the famous broadcast, Halloween broadcast of the War of the Worlds, he immediately started to try to do something new with film. So it was another kingdom to conquer. Yes, but... Je vais juste traduire. Oui, donc il a effectivement commencé dans le théâtre, qui était sa passion. Ensuite, il a été invité par John Houseman à faire un Macbeth, avec uniquement des acteurs noirs. Et ça a été un événement énorme. Cocteau est venu, il n'avait que 20 ans à l'époque. Et ensuite, avec le Federal Theatre Project, il a fait des projets extrêmement radicaux. Donc, à l'intérieur du théâtre, déjà, il avait une radicalité dans la forme, il était toujours en train de faire des nouvelles choses et de pousser un peu plus loin. Et il avait une règle qui est que chaque médium a sa propre identité et qu'il ne faut jamais traiter un médium comme celui d'à côté. Jamais il ne faut faire un film comme si c'était une pièce de théâtre, ne jamais faire une pièce de théâtre comme si c'était un dramatique radio. Et quand on a commencé à parler de lui pour faire un film, il a été extrêmement enthousiaste. Non pas qu'il adorait forcément la technologie en soi, mais il aimait les nouveaux langages et explorer des nouvelles façons de faire. C'était vraiment un innovateur. Et la radio, il en a fait quelque chose vraiment d'unique parce qu'il y avait cette intimité qui permettait d'entrer dans la tête de l'auditeur. Et quand, suite à cette fameuse soirée d'Halloween où il a fait à la radio ce grand cirque autour de la guerre des mondes, eh bien, il s'est mis vraiment à explorer, à envisager le cinéma comme un nouveau royaume à conquérir. Madame, qui a le micro? Madame. Je parle en anglais, désolé. Kim Menaka in The Big Brass Ring has been called a Falstaffian mentor, albeit a Falstaff who is dark and acidic and grotesque, where Falstaff is innocent and vital and romantic. So with that in mind, how could we read the ending of The Big Brass Ring, where Pellerin and Menaka leave together on a train singing boyhood songs? Could that be a redemption for Falstaff in a way? Je suis désolée, vraiment, j'ai pas compris. La traduction change de sens. Ça va très vite et il y a beaucoup de références. Kim Menaka in The Big Brass Ring was said to be a Falstaffian mentor. Although he is a dark and grotesque version, acidic too, where Falstaff is innocent and vital and romantic. So if we read the ending of The Big Brass Ring with that in mind, where Pellerin and Menaka leave together on a train, singing boyhood songs, could we perhaps see that as Wells writing a redemption for a Falstaffian character? Yes, possibly. Non, attendez, parce que là, Anaïs a compris. The Big Brass Ring, tu veux m'aider un petit peu? Moi. Donc, un mentor falstaffien. Okay, can you answer? Maybe that will give us an idea of... Simon lui a compris. Well, yeah, I'll give you a little background. Maybe not everybody knows what The Big Brass Ring is. The Big Brass Ring is a screenplay that Wells wrote at the end of his life. And it was never produced. It then was made into a film, a very poor film. I haven't studied it in great depth because
as I said, I haven't written the book yet. It could be said to be Falstaffian, their character, in a sense. But I think it's important to say that Falstaff's, Wells's conception of Falstaff in this film is a very different kind of Falstaff to anybody else's. And you said he was innocent. I wouldn't exactly say he was innocent. You also said he was kind. He's not either particularly kind. What he is loving. That's... Sins are venial, not spiritual. Yes, possibly. Does that help? Oui, donc c'était donc The Big Rustling, c'est un scénario qu'il a écrit à la fin de sa vie, mais qui n'a jamais été produit. Finalement, un film en a été tiré, qui est pas très bon, mais je suis donc en train de l'étudier parce que je suis en cours d'écriture de ce volume du livre. Oui, je pense qu'on peut dire que ce personnage est falstaffien dans un sens, mais la conception de Falstaff par Welles dans ce film est extrêmement différente de ce que tous les autres avaient fait de ce personnage de Falstaff avant lui. Vous dites qu'il est innocent et gentil, je ne sais pas si c'est vraiment des adjectifs qui correspondent, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un personnage aimant. Ça, c'est ce qu'on peut dire de lui. Oui, voilà, donc moi aussi j'ai compris la question. Big Rustling, c'était un projet politique de Welles qui racontait les rapports entre un sénateur démocrate, je crois, Simon, et son mentor. Et c'était effectivement un projet de la fin des années 70, du début des années 80, qui aurait dû être son film politique sur la politique américaine, parce que Welles était un passionné de politique, et en particulier de politique américaine. À une époque, il avait l'oreille de Roosevelt, quand même, parce que Roosevelt l'écoutait à la radio, mais hélas, Hollywood a refusé de produire ce film. Peut-être une toute dernière question avant de libérer notre invité, s'il y en a une. Mais sinon, il y en a une. Alors, monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour vos éclairages et vos avis sur Welles en général. Et pardon pour tout à l'heure si j'ai interrompu vos développements une fois, deux fois. Juste avant la question de madame, en version originale, il y avait la question des nouveaux supports, des nouveaux médias. J'ai une petite objection, disons, qui ne serait pas moindre, c'est par rapport à la télé. Welles a souvent dit qu'il n'aimait pas tellement Hitchcock, mais de mon point de vue, après chacun son point de vue, on en dit ce qu'on veut, on en pense ce qu'on veut, mais de mon point de vue, Hitchcock a beaucoup mieux compris la télé que Welles quand on voit ses sketchbooks, etc. Mais je voudrais bien avoir vos avis sur la télé, Hitchcock et ce que vous voulez. Voilà. I need a bit of help. I need some help. I'm sorry. You speak very quickly. Everybody else has been kind enough to speak slowly. I'm not... Oh, do it in English for me. Yeah. About his relationship to television, and maybe Hitchcock understood television more than Welles did. Okay. Is that a good summary? Hitchcock understood television better than Welles did. Well, there's very little that Welles did on the television as a director, but his masterpiece in that area is called something from Vienna, Youth from Vienna. And it's something he did for Desilu, you know who that is, Lucille Ball and Desi Arnaz. And it's absolutely astonishing. It's a piece of television from the 1950s, and it's so imaginative, so innovative. Welles, of course, is in it as the narrator at the side of the frame, commenting on the actions, treating the characters as like puppets in a way. It's completely astonishing. It was absolutely admired at the time. He won a prize for it, and he almost never did any television again. He started to do something about Gina Lollobrigida for Desi Arnaz, but that, I've seen it, and it's just not good at all, and it was never transmitted. So I don't think there's any reason why Welles wouldn't have done exactly what he did for radio on the television, because he was so fascinated, but they just turned their back on him completely.
Alors, c'est vrai que Orson Welles a peu réalisé pour la télévision, mais il a vraiment fait des choses. Ce qu'il a fait de plus remarquable pour la télévision, ça s'appelait Youth from Vienna, pour l'émission de Lucille Ball et Desi Arnaz. Et c'était merveilleux d'imagination et c'était très innovant. Lui, il était en narrateur qui commentait l'action sur le côté et il regarder les acteurs comme des marionnettes, c'était quelque chose qui a été vraiment très apprécié à l'époque. Il a même reçu un prix, mais il n'a pas refait de télévision. Il avait commencé un projet autour de Gina Lollobrigida pour de nouveau des Arnaz, mais ça n'a jamais été diffusé. Donc il n'y avait pas de raison pour qu'il fasse moins bien avec le médium télévision qu'il l'avait fait en transformant et en poussant vraiment les technologies, les médiums pour lesquels il avait travaillé, la radio, le théâtre, le cinéma. C'est juste que c'est plutôt la télévision qui lui a tourné le dos. Oui, I'm sorry. I'll just say one quick additional thing. He did work in British television in the 50s, and he again did something very innovative, which was it was called Orson Welles' sketchbook, and he literally drew something, some incident. It might have been from the news, or it might have been from his recent life, or whatever. And as he drew, he talked to the audience. And this program had to last 29 minutes exactly. They were unscripted. He made it up exactly 29 minutes, with the story absolutely perfectly completed. And so what he did there was to reproduce on television what he'd done on the radio. That's to say, he could get right into your front room, and nobody, I don't believe anybody that I've ever seen on the screen, had a greater power of connecting to the audience from a television screen. It's as literally as if he's talking to you in that minute. It's prodigious, it's fantastic, but not well known, alas. Il a fait quand même donc, pour la télévision anglaise dans les années 50 donc, un programme qui était pareil, très innovant, qui s'appelait donc, le carnet de croquis d'Orson Welles, dans lequel on le voyait dessiner, quelque chose qui était lié soit à l'actualité, soit à sa vie récente, et en même temps il parlait au public. Il fallait que l'émission dure 29 minutes, ça n'était pas scénarisé, et à chaque fois, à 29 minutes précises, il arrivait à terminer son histoire, à retomber sur ses pieds. Donc il a reproduit exactement à la télévision ce qu'il réussissait à faire à la radio, et personne d'autre vraiment n'avait ce pouvoir de créer un lien avec le public à travers cet écran, comme si vraiment il vous parlait directement. C'était vraiment très prodigieux, et ça, personne ne l'a fait comme lui. Donc, mais c'est peu connu malheureusement. Bon, Simon, c'était particulièrement passionnant. Merci beaucoup. Demain, je vais vous montrer notre exposition. Ouais. J'ai un peu le trac. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez rencontrer des journalistes. Et puis samedi, avec quelques autres amis, on se retrouvera après la projection d'Othello pour parler encore une fois de Shakespeare et d'Orson Welles. Merci infiniment. Merci.